Nippur est l'un des sites archéologiques les plus riches de la Terre. Il se trouve au centre d'un pays déchiré par la guerre. La déesse rayonnante de l'amour, de la beauté et de la guerre, Inanna, habitait les terres de l'ancien Sumer. Il y a plus de 4000 ans, les scribes sumériens ont consigné la descente d'Inanna aux enfers par 7 portes successives. À chaque porte, elle perd une partie de ses vêtements, de sa puissance, de son identité, jusqu'à se tenir sans défense devant les juges des morts. Certains interprètes modernes voient dans ces 7 portes le symbole des 7 premières minutes après la mort. Effondrement physique, séparation d'avec le corps, mémoire, jugement et cette ultime frontière au-delà de laquelle on ne revient plus. Aucune traduction reconnue ne confirme cette chronologie littérale, mais la théorie a retenu l'attention parce que ces étapes rappellent certains récits contemporains d'expériences de mort imminente. Pour découvrir où cette hypothèse a vu le jour, il faut retourner vers les tablettes brisées exhumées des ruines de Ninive, ensevelies sous un empire mort. En 1849, des ouvriers dirigés par Austen Henry Layard pénètrent dans les ruines de Ninive, au nord de l'Irak. Sous des murs effondrés, des poutres calcinées et des siècles de terre, ils mettent au jour des chambres remplies de tablettes d'argile fracassées. Ces salles faisaient partie de la bibliothèque royale d'Assurbanipal, un roi assyrien qui avait rassemblé mythes, hymnes, rituels, écrits médicaux, observations astronomiques, présages, dictionnaires et annales royales venus de toute la Mésopotamie. Quand Ninive tombe en 612 avant notre ère, les armées ennemies incendient et détruisent ses palais. Des étagères en bois s'effondrent, projetant au sol des milliers de tablettes. Beaucoup volent en éclats, mais la chaleur durcit accidentellement certains fragments et contribue à les préserver pendant plus de 2000 ans. Les archéologues transportent un grand nombre de ces morceaux vers des musées, en particulier le British Museum, où les chercheurs sont confrontés à la tâche monumentale d'identifier, d'assembler et de traduire ces vestiges. Une seule composition peut survivre sous forme de fragments éparpillés entre différentes collections. Des lignes entières peuvent manquer, des signes être endommagés, et un même symbole autorise parfois plusieurs lectures. Les spécialistes comparent donc les copies redondantes, les schémas grammaticaux et les passages répétés avant de proposer une reconstitution. Même à ce stade, l'incertitude demeure. Parmi la littérature retrouvée figurent des versions de la descente d'Istar et d'autres œuvres liées aux anciennes traditions sumériennes concernant Inanna. Parce que ces récits mettent en scène un voyage divin dans le monde souterrain, les lecteurs ultérieurs se mettent à interpréter les passages endommagés ou ambigus comme de possibles descriptions de ce que vit la conscience après la mort. Pourtant, l'archéologie seule ne peut établir cette interprétation. Le dernier éveil du cerveau. La mort clinique commence lorsque le cœur cesse de pomper le sang efficacement. Sans circulation, l'oxygène n'atteint plus le cerveau, la pression artérielle s'effondre et la conscience disparaît en général en quelques secondes. Pendant une grande partie de l'histoire médicale moderne, on imaginait la mort comme un déclin progressif de l'activité cérébrale jusqu'au silence complet. Les technologies de surveillance modernes ont rendu ce tableau bien plus nuancé. Chez un petit nombre de patients en fin de vie, les électroencéphalogrammes ont enregistré de brèves bouffées d'activité électrique organisée, incluant des ondes gamma que l'on associe, dans un cerveau vivant, à l'attention, à la mémoire et à l'intégration sensorielle. Les chercheurs ont également observé une dépolarisation propageante, une vague de changements électriques qui progresse à travers les tissus privés d'oxygène, tandis que les neurones perdent l'énergie nécessaire pour maintenir leur charge. Ces observations ne prouvent pas que l'esprit survit à la mort. Elles révèlent que les ultimes processus physiologiques du cerveau pourraient être plus complexes qu'un simple interrupteur qui s'éteint. L'étude AWARE-2, publiée en 2023, a rapporté que certains patients en arrêt cardiaque sous monitoring affichaient une activité EEG normale ou quasi normale durant la réanimation, parfois plusieurs dizaines de minutes après le début du massage cardiaque. Les chercheurs n'ont toutefois pas pu démontrer que chaque motif électrique générait une expérience consciente, ni que les souvenirs rapportés survenaient au moment précis des signaux enregistrés. Les récits de mort imminente ajoutent une couche d'incertitude supplémentaire. Certains patients réanimés décrivent avoir observé l'équipe médicale depuis l'extérieur de leur corps, traverser l'obscurité vers une lumière, rencontrer des proches décédés ou revécu leur existence sous la forme d'un défilement accéléré. D'autres ne gardent que des sensations décousues, des rêves ou un vide absolu. Les scientifiques cherchent encore à déterminer si ces souvenirs se forment pendant l'arrêt cardiaque, lors de la reprise partielle de conscience, sous l'effet de médicaments ou quand le cerveau reconstruit les faits après coup. 7 souffles au-delà de la vie.
Les preuves qui nous sont parvenues ne tiennent pas en une seule tablette complète détaillant 7 minutes mesurées après la mort. La descente d'Inanna aux enfers a été reconstituée à partir de nombreux manuscrits cunéiformes, pour la plupart copiés durant la période paléo-babylonienne et retrouvés sur différents sites mésopotamiens. Le texte qui fait autorité raconte l'histoire d'une déesse pénétrant dans le monde souterrain, franchissant 7 portes, abandonnant ses attributs de pouvoir, mourant, puis finissant par revenir à des conditions très strictes. Aucune traduction académique de référence n'attribue 1 minute à chaque porte. Le rapprochement chiffré est une interprétation moderne, bâtie en superposant ces 7 seuils à l'hypothèse qu'une activité cérébrale intense ou une expérience subjective puisse se prolonger brièvement après un arrêt cardiaque. Le chiffre 7 lui-même revêt une importance religieuse et symbolique considérable dans toute la Mésopotamie, associée aux dieux, aux démons, aux sages, aux portes et à l'ordre cosmique. Sa présence n'indique pas automatiquement un calendrier. Selon certaines lectures spéculatives, la première porte représente l'instant précis où la perception ordinaire vacille. Les portes suivantes renverraient au détachement du corps, à la traversée des ténèbres, à une perception élargie, à la revue des souvenirs, au jugement, puis à l'entrée dans un état irréversible. Certaines versions évoquent 2 chemins, comme si la conscience devait choisir entre revenir à l'existence physique ou échapper au cycle des renaissances. Ces détails ne figurent dans aucune traduction reconnue sous la forme d'une séquence établie. Dans le récit originel, le gardien Néti dépouille Inanna de ses attributs royaux car nul visiteur ne pénètre aux enfers chargé d'un pouvoir terrestre ou divin. Son humiliation montre que même une déesse majeure doit se plier aux lois du royaume d'Ereshkigal. Ce récit traite de l'autorité divine de la mort, de la restauration et de la substitution, pas d'un exposé médical sur la conscience humaine, carte dessinée après la mort. Le Bardo Todol tibétain, souvent appelé le livre des morts tibétains, délivre des instructions destinées à guider la conscience à travers l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance. Le défunt y rencontre des visions paisibles et terrifiantes, façonnées en partie par sa lucidité, ses attachements et sa confusion. La reconnaissance peut ouvrir un chemin vers la libération, tandis que la peur risque de ramener la conscience vers une autre existence. Les textes funéraires de l'Égypte antique proposent une carte différente. Les recueils que l'on désigne aujourd'hui sous le nom de livres des morts fournissent formules, déclarations et savoirs rituels destinés à aider le défunt à traverser le monde souterrain. Dans la célèbre scène du jugement, le cœur est pesé face à la plume de Ma, symbole de vérité et d'ordre cosmique. Un verdict favorable permet de poursuivre l'existence parmi les bienheureux. La mythologie comparée parvient à repérer des structures récurrentes, mais les historiens de référence considèrent généralement ces systèmes comme des productions propres à chaque société. Partout, les êtres humains font l'expérience du rêve, de la mémoire, de la peur, du chagrin, des états de conscience modifiés et de la disparition des êtres chers. Des questions semblables peuvent donc engendrer des images similaires sans qu'il y ait eu contact direct ni source cachée commune. Là où les preuves se taisent. L'archéologie confirme le socle historique du mystère. La bibliothèque d'Assurbanipal a bien existé. Des fouilles ont exhumé des milliers de tablettes cunéiformes à Ninive. Les chercheurs savent identifier les langues, dater les manuscrits, comparer les copies, reconstituer les textes endommagés et expliquer comment les Mésopotamiens imaginaient le monde des morts. Aucune traduction reconnue ne valide l'idée d'une séquence de 7 minutes après la mort. Aucune tablette authentifiée ne décrit clairement 2 portes littérales, un mécanisme qui recyclerait la conscience ou un choix entre réincarnation et fuite définitive. L'archéologie ne peut pas établir que le récit d'Inanna rapporte une véritable expérience de mort imminente, et la Neurosoamings ne peut pas brandir un mythe religieux comme preuve que la conscience survit à l'arrêt irréversible du cerveau. Cet écart a ouvert un espace pour des théories de plus en plus élaborées. Des vidéos en ligne, des forums, des publications sur les réseaux sociaux présentent parfois ce texte comme un savoir interdit, dissimulé par les musées ou les universitaires. D'autres le relient à la théorie de la simulation, affirmant que la mort dévoile la machinerie qui contrôle la réalité. Certains prétendent que le monde souterrain était un système conçu pour effacer la mémoire avant de renvoyer la conscience dans un autre corps. Ces idées se propagent parce qu'elles imposent un ordre à une question sans réponse. Un texte ancien et abîmé fournit le mystère.
La recherche moderne sur le cerveau ajoute le vocabulaire scientifique. Les motifs similaires issus de traditions lointaines créent l'impression d'une confirmation. Une fois combinés, ces éléments disparates peuvent ressembler aux fragments d'une histoire cachée, même si aucun lien direct ne les relie. Les récits de revues de vie s'inscrivent tout naturellement dans cette quête de sens. La mémoire façonne l'identité, et l'idée de voir toute une vie défiler d'un seul coup transforme la mort en un ultime instant de lucidité. Les choix épars se recomposent en une trame cohérente, et plus rien d'essentiel ne semble s'effacer. Les récits anciens traversent le temps parce qu'ils donnent une forme aux questions que les faits ne peuvent jamais refermer. Une tablette d'argile, une incantation funéraire, une instruction sacrée, le témoignage recueilli dans un hôpital. Ces traces gagnent en puissance lorsqu'elles paraissent s'adresser à nous par-delà des millénaires. Ce qui manque invite chaque génération à compléter l'histoire avec ses propres peurs, ses propres technologies, ses propres attentes. Les neurosciences continuent d'explorer la conscience pendant un arrêt cardiaque, la formation des souvenirs et les derniers signaux électriques du cerveau. Les chercheurs ont montré que la mort ne produit pas toujours un silence immédiat et uniforme. Pour autant, la science n'a établi aucun consensus sur l'existence d'une conscience indépendante du cerveau, et elle n'a pas démontré que des civilisations antiques auraient consigné un voyage littéral survenant durant les 7 premières minutes après la mort. Les tablettes préservent un récit profond sur le pouvoir, la mortalité et le retour. La médecine moderne révèle que le cerveau, au seuil de la mort, peut rester actif de manière complexe. Les récits d'expériences de mort imminente montrent que certains survivants conservent des souvenirs saisissants arrachés aux confins de l'inconscience. Pour autant, ces faits ne prouvent nullement que les 7 portes d'Inanna correspondent à 7 minutes chronologiques. L'essentiel n'est peut-être pas de savoir si les scribes sumériens pressentaient les neurosciences, mais de constater que des êtres humains séparés par des millénaires se sont posé la même question face à l'ultime limite de la vie. La conscience s'éteint-elle totalement? Ou l'ultime passage peut-il renfermer des expériences qui nous échappent encore? Hasard, symbole universel, archétype partagé ou savoir englouti, l'origine de ces similitudes demeure incertaine. Tant qu'une tablette inconnue ou une découverte scientifique ne viendra pas apporter de preuves plus solides, les 7 premières minutes qui suivent la mort n'appartiennent ni à la traduction littérale des textes sumériens, ni à un verdict médical définitif. Elles résident dans cette frontière troublante entre mémoire et mystère. Si demain des archéologues exhumaient un fragment manquant et complétaient le récit, que souhaiteriez-vous y découvrir en premier ? Partagez votre réponse ci-dessous et abonnez-vous pour d'autres explorations où se croisent l'archéologie, l'histoire et la science.